Bonsoir. Bonsoir, ici la Fondation de l'Islam de France pour sa 9e édition de l'Université populaire digitale. On a la chance ce soir d'avoir comme journaliste Anne-Bénédicte Hoffner, qui est grand reporter à La Croix et qui a suivi les questions de l'islam au sein du quotidien. Donc on aura un échange avec elle autour d'un sujet combien épineux, d'ailleurs très générique, puisque le titre est générique, c'est Islam et médias. Euh, pour paraphraser, ma chère Anne-Bénédicte, un de vos confrères qui vient de publier un livre, Jean Birnbaum, Le courage de la nuance, nous avons souvent la pression, ma chère Anne-Bénédicte, et vous allez nous dire ce que vous en pensez aussi, que lorsque nous abordons l'objet islam dans la presse, c'est un objet inflammable, passionnel, où malheureusement la nuance manque. Et ce soir, nous aurons l'occasion d'en parler avec vous, mais aussi cette question suscite des passions collectives dans le débat, dans le corps social français. Une partie de la composante islamique vit très mal le traitement médiatique de l'islam. Aussi, nous sommes en droit de nous interroger collectivement sur la manière dont la presse façonne et construit son regard sur un objet qui est complexe. Et je dirais, pour paraphraser une phrase qui me semble de bon sens, plus on en parle et moins on en comprend le sens. Et à mes yeux, cette phrase, elle est de moi, mais elle symbolise un peu la manière dont ce traitement est vu dans l'espace médiatique. Ralem, peut-être un petit mot. Voilà, pour lancer le débat, il y a quelques questions génériques que je vous poserai tout à l'heure à Anne-Bénédicte, mais ce qui est important, c'est de vous donner la parole et aussi un petit mot de lancement de la part du président de la Fondation. Merci, Chihab. Merci à vous, chers amis internautes. Moi, pour internaute, il n'y a pas de masculin ou de féminin, ça vaut pour toutes les amis, tous les amis qui nous suivent pour cette édition de notre Université populaire digitale. Je le rappellerai, nous avions instauré une université populaire itinérante et la crise sanitaire du coronavirus nous a obligés à le faire comme ça par des moyens technologiques. Et qu'à cela ne tienne, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous en sommes ravis et nous vous en savons gré. L'édition de ce soir évoque le traitement médiatique du fait islamique, de l'islam. Et entendons-nous bien d'emblée, il ne s'agit pas d'une énième pleurnicherie, une jérémiade, une chicaya, une complainte sur le sort des musulmans. Les musulmans sont adultes, responsables, ils doivent avoir aussi leurs propres organes de presse s'il le faut. Nous sommes en train d'aborder une question qui est comment parler de l'islam de nos jours. Nous sommes ravis d'avoir Anne-Bénédicte Hoffner avec nous. Il y a cette idée fondamentale, et je m'arrêterai là. Une presse libre est le socle de la démocratie. Et méfions-nous de l'article laid, qui est toujours abusif. Il n'y a pas pire insulte à l'intelligence humaine que de prendre le conjoncturel pour le structurel, ou de prendre le circonstanciel pour l'atemporel, à l'apostrophe. Donc il ne s'agit pas des journalistes, il ne s'agit pas des médias, il s'agit d'une certaine presse, de certains journalistes. De cela, il y a véritablement un problème, un manque de nuances, une manière d'aborder le sujet islam, et c'est ce que nous verrons ensemble. Toutes vos questions sont les bienvenues. Nous le ferons comme à chaque fois. Nous voulons ce débat interactif et encore une fois, nous remercions Anne-Bénédicte d'avoir accepté de se prêter au jeu. Merci beaucoup de votre invitation. Ça me fait très plaisir. Merci à vous. Anne-Bénédicte, pour commencer, comment avez-vous été amenée à travailler sur l'objet islam au sein du quotidien La Croix? Alors, c'est une longue histoire. Déjà, en fait, quand je suis arrivée à La Croix, je ne suis pas du tout arrivée tout de suite, ni au service religion, ni même sur la rubrique islam. En fait, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était important de rappeler un peu comment fonctionne La Croix.
La Croix est un quotidien d'information générale. Après tout, enfin, c'est très normal, plein de gens ne le connaissent pas ou ne l'ont pas encore ouvert. Donc ce n'est pas un quotidien qui parle uniquement de religion, mais c'est un quotidien généraliste, donc qui traite de tout, de l'actualité française et mondiale, donc avec un service France, un service monde, un service économie, un service culture et un service religion. Ce qui est aussi très important à comprendre pour expliquer voilà, comment s'est fait un peu ma prise en charge de cette rubrique. C'est que donc c'est un quotidien catholique, ça c'est sûr et c'est comme ça depuis le début. Il a été fondé en 1880 par une congrégation religieuse donc, qui s'appelle les Augustins de l'Assomption, et qu'on appelle plus communément les Assomptionnistes. Donc c'est, comment dire, on les compare parfois aux jésuites, quoi. C'est une congrégation de prêtres qui ont un peu comme les jésuites, qui ont la particularité de mettre leurs efforts à la fois dans le travail de terrain et dans le travail théologique. Voilà, donc ils ont eu envie de lancer des activités dans le domaine de la presse à la fin du 19e siècle. Donc la Croix est née dans ce contexte-là. Alors, ce que je trouve aussi important de rappeler pour comprendre la manière dont même moi j'ai fait ce travail-là, c'est qu'au début, quand ils ont créé la Croix en 1880, donc d'abord comme un mensuel, puis très rapidement comme un quotidien, ils l'ont voulu au départ comme un journal de combat anti-laïque et aussi quand même assez violemment antisémite, puisque il se trouve que c'était pas le slogan en fait, mais un des éditoriaux qui ont été écrits par le rédacteur en chef de l'époque se vantait en fait, ou faisait tirait fierté du fait que la Croix était le quotidien le plus antisémite de France. Voilà, donc ça c'est quand même l'origine, c'est allé très loin au point que plusieurs papes sont intervenus d'abord un peu sur un mode de discussion et puis finalement en 1927 le pape a carrément démis le rédacteur en chef religieux et l'a remplacé par un autre. Donc voilà, ça c'est quand même, il faut savoir d'où on vient pour savoir comment aujourd'hui on traite de cette actualité religieuse et pardon, j'ai enlevé ma vidéo, pour savoir comment vraiment concrètement je faisais mon travail. Enfin, tous, on connaît quand même cette histoire-là. Donc aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que c'est un quotidien donc, du groupe Bayard qui appartient toujours aux Assomptionnistes. Donc il est toujours complètement catholique, mais il comprend différemment sa mission catholique ou son identité catholique. Aujourd'hui, c'est plus un journal de combat, et même, je vous dirais que c'est pour ça que vous disiez nuance, c'est tout à fait vrai, quoi. Parfois, quand certains lecteurs ou certains non-lecteurs, mais catholiques, demandent à la direction de reprendre une ligne plus offensive, le directeur a coutume de répondre que la Croix a été un journal de combat et que ça ne lui a, enfin, ça n'a pas laissé des très bons souvenirs, quoi. Voilà. Donc, il n'est pas question aujourd'hui de redevenir un journal de combat. Et effectivement, donc, il comprend différemment sa mission. Enfin, au sein de la société et au sein de l'Église et même au sein du monde, mais de toute façon, c'est normal parce que tout ça a énormément changé. Voilà, donc c'est plutôt un journal qui aujourd'hui se veut un pont entre les catholiques et la société. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler de la société ou du monde aux catholiques. Donc ça veut dire même parler de ce qui est différent d'eux, parler d'opinions qui sont différentes des opinions des catholiques, parler de comportements qui parfois peuvent leur poser problème ou être en contradiction avec leurs valeurs ou leurs normes, et puis parler aussi de toutes les réalités qu'on voit dans le monde et évidemment, bien sûr, des autres religions. Donc parler de toutes ces réalités-là, économiques, sociales, religieuses, etc., aux catholiques, et parler des catholiques à la société. Et ça, par exemple, ça se traduit notamment par le fait que la Croix est citée dans les revues de presse le matin, donc c'est lu par d'autres journalistes, et c'est extrêmement important pour nous de rester un journal de qualité et qui puisse être lu par tout type de lecteur, et pour qu'il puisse informer aussi
de l'opinion des catholiques en général dans leur diversité, des gens qui ne font pas partie de cette sphère-là. Donc c'est vraiment, voilà, vous voyez, hein, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que c'est vraiment un rôle de pont entre les deux. Et aussi, ce que je voulais dire quand même, parce que c'est un élément important, et vous avez dit que effectivement, il y a aussi une presse musulmane. Et c'est important de rappeler, c'est vraiment un paradoxe français. Enfin, il y en a 8 millions des paradoxes français, mais en tout cas, la Croix en est un, c'est que c'est à la fois, la France est à la fois le pays le plus laïque, ou enfin qui est le seul à avoir cette conception de la laïcité, comment dire, ces débats infinis sur la laïcité en tout cas. Et en même temps, c'est le seul dans lequel existe, dans le paysage médiatique, un grand quotidien catholique national avec près de 100 000 abonnés. Donc voilà, c'est aussi un message d'espoir pour les autres journaux confessionnels. Il est possible d'exister en France dans un paysage médiatique, comme vous l'avez dit très bien, qui n'a pas toujours la nuance et la connaissance nécessaire sur le fait religieux. Il est possible d'exister comme quotidien confessionnel. Je trouve, moi je dirais, à condition de faire un travail de bonne qualité, quoi. Bon, merci Anne-Bénédicte pour cette présentation du quotidien La Croix on a bien compris que c'était un journal généraliste et qu'il avait un ethos catholique. Mais vous, comment avez-vous vécu, voilà, et être entré dans cette question islamique? Parce que d'ailleurs, je dis au public internaute, vous avez publié un livre sur les nouveaux acteurs de l'islam, et puis nous aimerions, voilà, aussi avoir votre regard par rapport à ce que font vos confrères sur la problématique et comment vous l'avez appréhendée. Voilà. Comment vous avez découvert cette question? Alors, ce qui n'est pas facile à comprendre, c'est que il n'y a pas un cahier des charges très précis, en fait. Quand on reprend cette rubrique, j'ai essayé de résumer, enfin de mettre un peu quelques idées. Il n'y a pas, on ne dit pas, quand je reprends la rubrique islam, on ne dit pas il faut faire tant de papiers par semaine ou par jour sur l'islam, tant sur le soufisme, tant sur l'acharisme et tant sur les salafistes, et il faut interroger tel imam et tel autre. Non. En fait, on part. Donc, il se trouve que moi, au début, donc, quand je suis arrivée à la Croix, déjà, je suis arrivée au service économie, puis après, je suis passée au service société, et ensuite seulement, j'ai rejoint le service religion, et je n'avais jamais fait de théologie ni catholique ni musulmane. En revanche, j'étais vraiment intéressée par le fait religieux, mais j'avoue, en fait, surtout, mon but initial était surtout déjà de comprendre ma religion à moi, donc le catholicisme. Et je pense que ça a quand même coloré ma manière aussi d'appréhender d'abord le judaïsme, puisque j'ai été chargée 2 ans du suivi du judaïsme, et ensuite l'islam. C'est-à-dire que déjà, même quand je suivais l'Église catholique, ce que j'ai jamais cessé de faire pendant ces 10 ans au service religion, j'étais vraiment moi-même dans une logique de compréhension. Je défendais rien. D'abord, je l'ai dit, c'est pas la ligne de la Croix de défendre telle ou telle chose. On n'est pas dans de l'apologétique, etc. Et même moi, ce qui me passionne, c'est de comprendre comment ça marche. Donc voilà, quand je reprends la rubrique islam, au début, j'avoue que j'étais complètement perdue. Un des premiers articles qu'on m'a demandé, mais alors là, mais vraiment, j'oserais même pas le relire, mais je sais plus comment je m'en suis tirée, mais c'était épouvantable. Un des premiers articles qu'on m'a demandé, c'était de faire une description de l'islam en Seine-Saint-Denis. Je connaissais pas bien les courants, je connaissais pas les logiques de pays d'origine, je savais pas, surtout aussi très important, je savais pas qui appeler. Là, pour le coup, un message que je voulais faire passer, il y a un peu des annuaires quand même quand on est journaliste et qu'on suit l'Église catholique. Il y en a aussi pour les protestants. Les orthodoxes, ça commence à se complexifier. La communauté juive, on a quelques numéros, mais c'est pas extraordinaire. Quand on suit l'islam, on n'a rien au début, mais rien, mais pas un document, pas un site internet, pas rien. Donc, on se refile un peu de journaliste en journaliste les contacts, donc ce qui explique à nos amis internautes pourquoi ils voient souvent les mêmes têtes. C'est que les journalistes se repassent des numéros de téléphone, ceux qu'ils arrivent à trouver. Moi, je suis un
J'ai l'impression de passer mon temps à donner des contacts à des confrères que souvent je connais ni d'Ève ni d'Adam. Donc au début, c'est vraiment extrêmement compliqué et je me souviens que quand j'arrivais à parler à quelqu'un, par exemple, donc je comprenais pas tout ce qu'il me disait. Par exemple, il disait: «Ah mais lui, c'est un Marocain» et je comprenais pas ce que ça voulait dire, «Lui, c'est un Marocain». Moi, j'ai l'impression de parler, d'islam et de courants, religieux, voilà. Donc c'est pour dire qu'au début et ça peut expliquer, vraiment, certaines, comment dire? Certaines failles quoi, du traitement journalistique, de l'islam. C'est extrêmement compliqué à appréhender au début, parce qu'on n'a pas la connaissance, du tout, heu, ni des gens, ni de comment ça fonctionne, ni des courants. Donc voilà, moi franchement mes premiers articles, j'avoue que c'était quand même vraiment, pas des très bons souvenirs et je voulais dire aussi que sinon une des tentations, quand on connaît pas trop, c'est de se réfugier dans les articles institutionnels. Et donc je me souviens avoir passé mais des heures à écrire des papiers sur le CFCM et les crises répétées au CFCM et les machins qui claquent la porte du CFCM et machin qui revient dans le CFCM et cetera et je me souviens très bien, c'était c'est horrible. Il y avait des fois, je commençais un article et même moi, je n'en pouvais plus d'avance. J'avais même pas envie de lire ce que j'écrivais tellement j'avais l'impression que c'était le énième, article sur le sujet, enfin et que de toute façon, le lendemain, ça allait encore changer et cetera. Donc bref, les papiers institutionnels m'ont assez vite, lassée. C'est «le plus facile» entre guillemets parce que pour le coup, on arrive à avoir les numéros de téléphone des, Les des hiérarques, présidents de voilà, exactement. Ça, on arrive à les avoir. Quand on ne sait pas trop quoi faire, on fait ça, on s'en tire. On n'arrive pas très bien à comprendre les logiques derrière, mais au moins on peut arriver à faire ça. Donc mais même moi ça, rapidement, j'en pouvais plus. Et donc après, j'ai eu envie de faire du reportage. alors, on va y arriver justement sur le reportage, mais avant, pour faire réagir Raleb, vous avez dit quelque chose de fondamental, c'est que vous avez essayé de comprendre. Et, non, et justement, c'est que la discussion que nous avions eue tout à l'heure sur la déontologie aussi du journaliste, mais je vous rassure Anne-Bénédicte, on n'est pas là pour donner des bons et des mauvais Mmh. points, simplement d'interroger en fait le fonctionnement journalistique. Et Raleb, cette question de déontologie du journaliste, de la compréhension, et vous avez dit un mot qui est fondamental, qui est complexité. Voilà. Et on a du mal à voir l'expression de cette complexité dans le traitement journalistique. Je saisis l'occasion, parce que je ne l'ai pas dit en début de prise de parole, que tout en nous réjouissant d'avoir Anne-Bénédicte Hoffner avec nous, c'est que nous aurions souhaité avoir aussi d'autres journalistes de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, et nous n'avions pas pu. D'abord parce qu'ils n'ont pas, pour des raisons purement objectives, c'est aujourd'hui, jeudi, tel jour, et puis le format. Nous ne pouvons pas avoir plein de journalistes et nous souhaitons que les internautes puissent aussi interagir. Maintenant, je réponds à la question. On dit souvent qu'un bon journaliste est celui qui donne à penser et un mauvais journaliste est celui qui livre sa pensée. Il se trouve, eu égard à toutes les raisons évoquées par Anne-Bénédicte, que certaines pensées sont toutes faites parce qu'on n'a pas pu s'informer, on n'a pas pu se former, et on vient les dire comme ça. Ça, c'est déjà en soi une difficulté. Sinon, moi, pour poursuivre là-dessus, et on aura à le faire davantage, j'ai toujours en tête cette belle citation connue d'Albert Londres à propos du journaliste. Un journaliste n'est pas cet enfant de cœur et qui précède les processions, la main trempée ou plongée dans une corbeille de pétales de rose. Sa profession ne consiste pas à faire plaisir, ni faire du tort non plus, c'est de porter la plume dans la plaie, c'est descendre dans la fosse, là où la société ne veut plus voir ce qu'elle n'arrive pas à nourrir et là où elle se débarrasse de ce qui la menace. C'est regarder là où plus personne ne veut regarder, c'est juger la chose jugée. Fin de citation. C'est cela le rôle d'un journaliste et il se trouve
c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être dans une bonne position en train de distribuer des bons points ou des mauvais points. Ce n'est absolument pas ce que nous souhaitons et ce n'est pas le but. Mais à l'ère de l'ubérisation de l'économie, de la twitterisation de la politique, de la BFMisation des esprits ou la CNewsisation de l'information, on continue, à un moment ou à un autre, nous nous étonnons du traitement qui est pour le sujet islam, je le répète. Et je cite simplement quelques exemples. Le premier, il est dans la presse audiovisuelle, dans les médias, comme on dit. Longtemps, on a eu tour à tour, à des heures de grande écoute, je peux donner même le nom des émissions, mais ce n'est peut-être pas le sujet, où l'on a eu dans des débats voulus sérieux. D'un côté, la grosse armada, ou l'artillerie, comme disent certains, des philosophes de renom, voire des académiciens. Nous pourrions peut-être nous poser quelques questions sur leur valeur intellectuelle. Mais de l'autre côté, pour la répartie, pour le débat, nous avions eu tour à tour un rugbyman, un judoka, un basketteur, un rappeur, une lofteuse, mais ce n'est pas pour parler de sport ou de rap ou de télé-réalité. Non, c'est pour parler de théologie islamique. Moi, je me réjouis d'entendre Anne Bénédicte parler de l'ash'arisme, c'est extraordinaire. Il y a même des musulmans qui ne savent pas ce courant de pensée. Et on ne demande pas à tous les journalistes d'être des savantissime et de connaître avec finesse les différentes écoles de la tradition religieuse islamique, mais on ne forme pas des débats sérieux ou voulus comme tels avec une lofteuse et un académicien. Pour parler de quoi? Eh bien, pour parler d'islam. Et ça, ce n'est pas acceptable et ça continue à l'être. Merci. D'ailleurs, peut-être Anne Bénédicte, vous souhaitez sans doute peut-être rebondir, mais nous, on voulait aussi vous écouter sur la question du reportage. En sortant, on va dire, de la question de l'organisation institutionnelle de l'islam, vous avez rencontré voilà, des Français musulmans qui sont aussi acteurs. Et donc, ça serait intéressant d'avoir votre sentiment. Oui, je vais vous dire, en fait, ça s'est fait. J'entends tout à fait ce que dit Raled Bencher. Pour moi, la question de l'identification des interlocuteurs, elle a été extrêmement difficile. Enfin, elle a duré tout le temps. Mais disons que petit à petit, j'ai avancé quand même. Enfin, j'ai essayé de me trouver des guides ou des repères. Voilà. Mais elle reste, de toute façon, dès qu'on est dans la sphère islamique, la question de qui on interroge, et voilà, c'est une question infinie, à mon avis, quoi. Donc, je vais vous dire peut-être comment j'ai procédé si je regarde en arrière. Donc, de fait, c'est vrai que c'est indéniable. Les reportages, pour moi, ont été quand même vraiment un. Enfin, il y a eu un avant et un après, quoi. C'est-à-dire que en fait, déjà, donc, quand je suivais le judaïsme, j'ai eu une expérience lors d'un reportage qui a été extrêmement importante pour moi. Je suivais un rabbin Lubavitch. En fait, c'est un ami Lubavitch qui m'avait collé un de ses amis qui est toujours rabbin Lubavitch et qui a la particularité d'aller dans des petites villes ou des moyennes villes qui sont dépourvues de rabbins. Et donc, une fois de temps en temps, il anime une prière juive à la synagogue quand il y en a une. Là, en l'occurrence, c'était juste avant Pessah. Et donc, il m'a pris dans sa voiture, là, une grande voiture familiale. Et puis, on allait en fait distribuer des galettes de pain azim. Et lui, il voulait permettre aux Juifs de cette ville-là, je ne sais plus si c'était Orléans ou Blois ou quelque chose comme ça, de faire les prières rituelles avant Pessah. Donc, je me suis retrouvée un peu sans préparation dans sa voiture. Et donc, on partait voilà, vers, mettons, Orléans. Et au bout de, je sais pas, de 10 kilomètres ou quelque chose comme ça, il commence à me parler. Lui, on sentait bien qu'il n'avait pas des tonnes de contacts avec des catholiques. Donc, il me pose des questions à moi. Et évidemment, la question tourne autour du célibat des prêtres. Mais il en parle d'une manière qui n'était pas du tout celle à laquelle j'étais habituée, mais d'une manière extrêmement, une manière très juive, donc c'est-à-dire très, très, très physiologique, quoi. Donc moi,
je regardais loin devant et j'essayais de pas trop rougir en entendant ces questions. Et puis j'essayais de trouver un moyen, en fait, de répondre avec d'une manière qu'ils puissent comprendre, quoi. Vraiment, je comprenais que mes mots catholiques, chasteté, machin, continence, etc., n'étaient pas du tout sa manière de penser, quoi. Bon, voilà. Et après, il se trouve que en arrivant là-bas, on a passé une journée pour moi qui était, donc j'étais projetée dans une autre réalité. En fait, je ne savais pas comment on allait rencontrer des Juifs à Blois ou à Orléans, mais et lui non plus, en fait, il ne savait pas. Du coup, moi, il m'a donné des boîtes de matzot, et puis ensuite, on est allé en fait d'abord dans une pharmacie, et il a demandé à la pharmacienne le plus naturellement du monde si elle connaissait des Juifs dans le quartier. Et donc, on est allé chez un premier, et puis il lui parlait, il l'a aidé à prier, et moi, je donnais des matzot, et puis ensuite, on est passé chez un autre, etc. Donc, c'était une journée, je ne vais pas tout raconter, mais en tout cas, je suis revenue de cette journée en me disant, je ne peux pas traiter du judaïsme en gardant mes lunettes de catholique. Si j'essaye de plaquer mes concepts à moi, même ma manière de concevoir Dieu ou même ma manière de concevoir la relation à Dieu, c'est-à-dire comme d'abord une foi et pas une loi, enfin bref, tout ça, je vais complètement passer à côté de mon sujet. Donc j'étais toute bousculée, voilà, ça a mis un peu de temps avant que je verbalise tout ça, mais je me suis dit, bon, il faut que tu rentres dans la logique de ce rabbin. Si tu veux écrire un truc potable, il faut que tu rentres dans la logique de ce rabbin, au moins pendant le temps du reportage, et après, au moment où tu écris, tu fais ton travail de journaliste et de prise de recul, mais au moins tu as fait l'effort de comprendre pourquoi et comment il agit, pourquoi il fait ça, quoi. Donc, une fois que j'ai commencé à suivre l'islam, j'avais en tête cette expérience-là qui avait été très riche. Vous voyez, enfin, à la fois bousculante et très riche, quoi. Donc, j'ai essayé de faire du reportage. Alors, c'est pas facile de faire du reportage au début dans les communautés musulmanes. Alors, moi, c'était en 2010 quand j'ai commencé. C'était quand même moins tendu que ça n'est maintenant, mais quand même, il fallait un peu montrer patte blanche avant de rentrer dans une mosquée. Donc, j'ai beaucoup utilisé les réseaux islamo-chrétiens parce qu'au début, c'était quand même, comme je vous ai dit, j'avais aucun contact, rien du tout. J'ai beaucoup utilisé les cercles de rencontres islamo-chrétiens pour connaître des imams et des simples musulmans. Voilà. Donc, j'ai été dans des tonnes de conférences, de journées de rencontres, de séminaires, etc. Donc, beaucoup le soir et le week-end. Donc, je trouve, pour moi, c'est vraiment un investissement qui est indispensable à faire. Et ça m'a permis vraiment petit à petit voilà, de rentrer aussi un peu dans la logique musulmane, quoi. Qu'est-ce que c'est la prière musulmane? Ce n'est pas la même chose que la prière catholique. Donc voilà, dans ces expériences qui ont été marquantes, je me souviens donc notamment d'une rencontre entre prêtres et rabbins, et imams. Il y en avait eu d'autres avec prêtres et rabbins, mais là c'était entre prêtres et imams à Lyon, à laquelle Raleb Bencher assistait. Je ne me souviens plus quel était le thème. En tout cas, c'était c'était quand même, il y avait toujours un thème qui était théologique. C'était un événement qui avait lieu tous les ans ou tous les 2 ans. J'allais dire en présentiel, mais évidemment, à l'époque, la question ne se posait pas. Et c'était passionnant parce je connaissais pas forcément tous les interlocuteurs qui étaient là, mais je comprenais bien qu'il y avait des sensibilités différentes. Et puis à la pause, je pouvais aller les voir et aller un peu plus loin dans les échanges. Tout ça, c'était vraiment d'extraordinaires moments pour moi, à la fois de comprendre les discours et puis de faire connaissance avec ces personnes et ensuite de pouvoir aller les voir dans leur mosquée. Et je me souviens donc d'échanges houleux entre Raleb Bencher qui était à ma droite et une partie des imams qui étaient là sur des questions théologiques quand même assez poussées. Je me souviens qu'il y avait tout un débat sur l'abrogé et l'abrogeant. Moi, je sentais que ce que disait Raleb Bencher bousculait ce que les imams qui étaient placés plutôt à ma gauche de l'autre côté. Et j'avais l'impression que les balles fusaient un peu au-dessus de ma tête. Je me tassais dans mon siège. Et puis, je me souviens qu'à la pause, un des prêtres organisateurs de cette session m'avait dit « Oh, mais c'est normal, de toute façon, on est surtout là pour qu'ils se parlent entre eux. » Bon, voilà. Donc là, je me suis dit « Ah !»
en fait, il y a vraiment des divergences entre ces courants et une vraie difficulté aussi pour ces différents courants à exposer leurs divergences, y compris leurs divergences théologiques. Donc voilà, tous ces À ce sujet, reportages, ouais. oui, pardon, Raleb, est-ce que tu as souvenir de J'ai cet souvenir épisode? de cet De épisode, cet c'est échange. vrai, mais Anne-Bénédicte a eu la gentillesse de mentionner que je faisais partie de ces débatteurs, mais je n'étais pas imam, je ne le suis Non. pas, mais le débat était sur des considérations purement théologiques, et je me rappelle que cela a porté aussi sur la question de la liberté de conscience, où déjà à ce moment-là, je disais que elle est non négociable et que criminaliser l'apostasie est en soi criminel, ça n'a pas changé. Je dois dire, non, ce n'est pas pour apparaître comme celui, encore une fois, qui cautionne ou distribue les bons points. Il y avait quelques imams, notamment Azzedine Gassi, qui étaient dans cette logique de la liberté de conscience comme étant consubstantielle à la dignité de la personne humaine. Il y avait hélas d'autres imams, je ne les citerai pas, qui étaient encore frileux quant à l'affirmer d'une manière aussi nette, ce qui explique peut-être la véhémence du débat. Maintenant, nous essayons en tout cas ce soir d'avoir quelque chose de beaucoup plus apaisé. Mais pour moi, c'était extrêmement important. Vous voyez, en fait, à ce moment-là, quand je ne connaissais pas, pour moi, j'observais tout, et y compris la manière dont le débat se passe ou ne se passe pas, quoi. Donc, vous voyez, en fait, un reportage, et c'est pour ça qu'il faut en faire plein au début, est l'occasion de plein de découvertes et de plein de questionnements. Donc là, je vous ai raconté, enfin, le début quand même de comment j'ai commencé à suivre cette rubrique. Au début, quand même, voilà, faut l'avouer, j'étais quand même très perdue, et c'est pour ça que je vous le redis, je comprends les difficultés vraiment de certains de mes confrères. Ensuite, je dirais que je suis passée dans une deuxième phase, donc de à la fois découverte et questionnement. Je voulais vous raconter un reportage très important que pour moi, hein, toujours pareil dans cette phase de construction, que j'ai fait dans le nord de la France, dans une mosquée, au moment du Ramadan. Donc parce que dans les pages Religion de la Croix, enfin et sur le site internet, on a deux types d'articles. On a des articles qui sont très factuels, c'est vraiment l'actualité des religions en France et dans le monde. Et dans le dossier religion et spiritualité qui est dans le journal maintenant tous les vendredis, là, comme son nom l'indique, on aborde aussi des questions spirituelles, et on est dans un traitement plus confessant. Dans ce cahier religion et spiritualité uniquement, on s'adresse vraiment comme catholique à des catholiques en essayant de nourrir leur foi. Donc on leur parle évidemment notamment de spiritualité, de théologie catholique, mais on leur parle aussi des autres religions, de la manière dont cette spiritualité se vit dans les autres religions. On parle du dialogue interreligieux, enfin voilà, parce que tout ça nourrit aussi la foi d'un catholique. Donc c'était pour ce dossier religion et spiritualité, j'avais fait un reportage dans une mosquée sur le thème était comment des croyants musulmans vivent pendant le moment du Ramadan. Donc je voulais là pour le coup leur poser des questions personnelles, tous les aspects, quoi, que ce soit festifs, familiaux, aussi et aussi spirituels. Donc l'imam, je l'avais rencontré par les réseaux islamo-chrétiens, donc il avait accepté que je vienne dans sa mosquée et que je puisse rester 3 jours et interroger toutes les personnes qui étaient là. C'était passionnant, mais donc c'est ça que je voulais dire. Enfin, il y a eu plusieurs moments qui m'ont beaucoup questionnée. J'ai eu des entretiens vraiment passionnants sur le jeûne et la relation à Dieu, la prière, etc. Mais il y avait plusieurs choses que j'ai trouvées extrêmement compliquées, qui m'ont un peu bousculée. La première chose, c'est que quand je suis arrivée, j'ai eu un entretien avec l'imam, et il y avait le secrétaire général de la mosquée. Et donc je demandais à l'imam, qu'est-ce qui pour vous est important pendant cette période de Ramadan? Et une grosse partie de ce qu'il m'a expliqué était, pendant le Ramadan, le but, c'est de faire de la réinformation sur la Palestine, sur la situation des Palestiniens.
Donc j'essayais moi de le tirer un peu vers d'autres sujets en disant: «Mais quels sont les thèmes, que vous voulez aborder dans vos prêches?» et voilà. Il revenait beaucoup à cette question de la réinformation sur la situation des Palestiniens et pour couronner le tout, dès qu'on est sortis, le secrétaire général de l'association, qui gère la mosquée me dit, «En fait, il a dit enfin il a dit ce qu'il aurait pas dû dire» ou je sais pas quoi. Bref, «Est-ce que vous pouvez ne pas l'écrire?» Bon, je me dis: «Bah, pour un premier entretien, c'est un peu compliqué, mais bon, voyons pour la suite». Ensuite, oui, j'ai assisté, c'était très sympa de leur part. Ils me proposent d'assister à un cours pour les convertis. Je dis: «Bah, très bonne initiative, c'est intéressant, une mosquée qui fait un cours pour les convertis». On en commençait déjà à en parler à l'époque et on savait que c'était un phénomène en croissance et donc je trouvais l'initiative plutôt, intéressante. Donc je vais pour le coup, ça se faisait par terre là, dans la salle de prière. J'ai le droit d'y aller, je m'assieds à côté d'eux et j'écoute. Le cours était fait par un converti, pour des convertis, mais c'était complètement atemporel. Je crois que le cours était sur, peut-être l'amour de Dieu, quelque chose comme ça. On ne savait pas à quelle, date on était, ni dans quel lieu, quel espace-temps et donc l'enseignant, déroule tout son exposé avec des textes de la tradition islamique et à la fin, terminé, les élèves, repartent chez eux. Mais il y avait jamais une question qui leur était posée sur comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que ça se passe dans vos familles et quelles questions vous sont posées, quelles sont les difficultés dans votre vie personnelle de converti. C'était voilà ce qu'est, la tradition islamique, enfin un petit bout. Heu, j'avais l'impression que la logique était vraiment un peu de les aider à rattraper un peu, à prendre le train en marche, mais il n'y avait pas de possibilité pour eux de de parler de ce qui sûrement, faisait difficulté dans leur vie quotidienne, quoi, Alors, puisqu'ils à ce étaient propos, musulmans, voilà. Mmh. À ce propos, Anne-Bénédicte, est-ce que vous n'avez pas vu justement dans votre traitement, dans votre regard sur la question islamique, une distorsion entre ce que vous voyez et puis le reflet de la question islamique dans l'espace médiatique? Ça veut dire que le fait que vous Mmh. étiez complètement introduite, on va dire, dans le milieu islamique et vos découvertes, on va dire, de cette question, vous avez vu autre chose que vos confrères n'ont pas vu. Ce que je veux dire, c'est que Ah votre oui. introspection a permis une prise de hauteur que vous ne Mmh. voyez pas dans le traitement médiatique. En fait, je dirais, c'est toujours ça qui est compliqué, c'est qu'il faut à la fois du temps pour voir tout ça et il faut du temps pour, le digérer. Après cette expérience-là de reportage, en plus, donc j'ai entendu des petites filles qui étaient super, qui aidaient tout ça pendant toute la durée du ramadan et qui m'ont dit à un moment, «Notre effort de ramadan, ça va être qu'on va mettre le voile tout le temps parce que comme ça, on n'ira pas en enfer». Et puis il y a eu, autre chose, donc le soir, il y avait bien la dimension festive, mais moi j'étais avec les femmes dans une petite pièce fermée et je ne pouvais pas aller interroger les hommes. Et puis troisième chose, oui, à la fin du cours pour les convertis, le secrétaire général de la mosquée m'a dit, «Vite, vite, ils arrivent, il ne faut pas qu'ils vous trouvent là, remontez à la tribune des femmes». Donc voilà, il y avait des choses comme ça que je vois et dont je ne peux pas faire abstraction dans les articles, mais ma difficulté à ce moment-là, c'était: «Qu'est-ce que j'en fais? Comment je le dis?» heu, alors, pour être juste, pour être équilibré, il n'y a pas que ça. Dans ce que j'ai entendu dans mon reportage, il n'y avait pas que ça. Il y avait beaucoup de choses sur le ramadan comme, moment de spiritualité, occasion pour se tourner vers les autres et cetera. Mais ça prend un temps important de se demander comment j'articule toutes ces dimensions. Et là, c'était là qu'on en revient à l'idée de Raleb. Je me souviens très bien que j'étais sur le parking de la mosquée, assise sur des, pas des parpaings, mais bref, voilà. Et je me suis dit: «Avec qui je peux en parler? Qui je peux interroger? Qui connaît vraiment l'islam de l'intérieur et qui à la fois a un point de vue critique, qui a du recul qui peut m'expliquer, qui peut me traduire à moi, qui ne suis pas musulmane, qui peut me traduire ce que je vois, ces discours ou ces pratiques?» Et donc, au début, j'étais perdue, quoi. Je ne savais pas à qui en parler, je ne savais pas comment le raconter dans mon journal. Donc, il faut comprendre aussi cette difficulté-là pour les journalistes. Il faut des passeurs, quoi, entre les deux. Et
c'est pour ça qu'après, donc je les ai cherchés et ça a mis du temps avant que je les trouve. Ces personnes qui, à la fois, sont vraiment musulmans pratiquants, qui connaissent le monde des mosquées, qui ont un vrai pied dans la communauté et qui, en même temps, ont fait de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, etc. et qui sont capables de me dire, voilà, pourquoi c'est comme ça, comment ça a été dans le passé, etc. Donc, je dois dire que cette phase-là, elle a été, je ne sais pas si elle a été longue, mais en tout cas, elle m'a pris du temps, en tout cas, elle m'a occupé l'esprit. Je ne sais pas si on peut en faire l'économie, enfin, mais en tout cas, si on en fait l'économie, à mon avis, oui, ça donne des choses partielles ou partiales, parce que vous voyez, parce qu'il y a tout ça, quoi. Et je n'aurais pas pu faire en même temps un reportage uniquement sur les aspects spirituels du Ramadan et les gens qui se tournent vers Dieu, et oublier ces questions-là que j'ai entendues, ces questions enfin, ces pratiques qui me posaient question. Vous voyez la difficulté. Donc, il y a les deux, quoi. Et le travail, c'est effectivement d'arriver soi-même à articuler tout ça et à trouver les bons interlocuteurs. Et là, je rejoins complètement Raleb Bencher. Tous les journalistes n'ont pas identifié les bons interlocuteurs, mais à leur décharge, ça demande du temps et du travail. Alors justement, Anne Bénédicte, vous avez abordé une question principale, Raleb, la question des médiateurs. Et Anne Bénédicte, on voit aussi qu'il y a une faible réception, une faible visibilité aussi des intellectuels de culture islamique dans l'espace médiatique. Voilà. Et Raleb, à ce sujet, la FIF est un médiateur. Tu es un intellectuel organique. Mais la FIF n'existait pas de mon temps. Oui, la FIF n'existait pas il y a pas très longtemps. Et je ne suis pas sûr que je sois moi-même un intellectuel organique, et ce n'est pas non plus le rôle de la Fondation de l'Islam de France de fournir les intellectuels organiques. Je voudrais préciser ce point. Je rejoins Anne Bénédicte sur la difficulté de pénétrer, si je puis dire, les méandres, le labyrinthe de l'islam en France, voire de par le monde, les courants, les sous-courants, les rivalités aussi qui existent entre les personnes, bien entendu. En revanche, ce que je déplore pour ma part, et ce n'est pas le cas d'Anne Bénédicte, bien entendu, et même ceux qui sont de bonne foi, c'est qu'ils pâtissent d'abord de ces forts courants de sécularisation que notre société connaît. En plus, dans les grandes écoles de journalisme, je ne suis pas sûr qu'il y ait des modules pour le fait religieux d'une manière générale. La difficulté s'ajoute pour le fait islamique, c'est que parfois on confond civilisation et aspect proprement religieux. Et cas aggravant, je voudrais finir là-dessus, parce qu'encore une fois, je n'aime pas être dans la logique de la pleurnicherie, je l'ai déjà dit. Mais il se trouve que malheureusement, la sémantique n'est pas maîtrisée. Allah n'est pas une divinité mahométane. Le djihad n'est pas une guerre sainte. La charia n'est pas une loi de coupeur de main. La fatwa n'est pas une condamnation à mort. Et donc, il faut arrêter avec cela. J'ai entendu de mes propres oreilles, je ne dirai pas le nom de la journaliste par charité laïque, tout simplement, il y a une journaliste qui avait eu une émission d'une grande importance où elle était seule à recevoir des invités de prestige, où elle disait « un tel est victime d'une fatwa, c'est-à-dire une condamnation à mort ». Le « c'est-à-dire c'est une condamnation à mort » était de trop et c'était totalement erroné. Le fait de dire le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, c'est faux. Le fait de dire que l'Aïd, la grande fête, la fête principale même, que c'est la fête du mouton, ça n'a aucun sens. C'est folkloriser une fête principale. D'ailleurs, le mouton n'est pas à la fête, ce n'est pas la fête du mouton, les musulmans ne fêtent pas un mouton, et en plus il est dit que ça pourrait être, c'est même pas une prescription absolue, un ovin, un bovin, un camelin ou un caprin. Donc il faut arrêter, j'allais dire, de cette facilité d'utiliser des termes comme ça à l'emporte-pièce pour traiter d'un sujet certes épineux, explosif, hystérisant les débats, et depuis 3 décennies maintenant, au moins qu'il y ait
exigence, dans un premier temps, de maîtriser le vocabulaire. Voilà déjà, j'allais dire, un élément du dossier que j'apporte au débat. Alors, non, mais vous avez tout à fait raison sur cette question, et de maîtriser le vocabulaire, ça me paraît effectivement fondamental. Sur cette question, je dirais, ça fait penser à 3 choses. D'une part, quand même, là, je dois reconnaître que le fait de travailler au service religion de la Croix était quand même une aide parce que, en tout cas pour la religion catholique, on a l'habitude de questionner les termes, on a l'habitude de faire parler des théologiens, des sociologues, des historiens, etc. Alors après, ils sont chacun un peu, comment dire, spécialisés. Donc, on a bien répertorié ceux qui travaillent sur le catholicisme. Il fallait que je fasse le même travail sur l'islam. Et quand j'ai commencé, honnêtement, il n'y avait pas encore eu le livre blanc sur l'islamologie, il n'y avait pas votre campus avec toutes les interviews qui montraient la production française sur ces thèmes. Et quand j'allais voir l'ISMM, le vrai nom de l'ISMM, Institut des sciences du monde musulman ou méditerranéen, bref, un institut qui normalement cherche à valoriser toutes les recherches sur le monde musulman. Et moi, j'essayais tout le temps de leur demander d'aiguiller leurs chercheurs vers des sujets français, vers l'islam de France. Il y avait plein de thèses qui se préparaient sur l'islam en Malaisie, au Maghreb, je sais pas où, en Syrie, etc. Et moi, je leur disais, mais j'ai besoin qu'il y ait un travail qui soit fait sur l'islam en France, parce qu'on le connaît mal. Donc, au fur et à mesure, quand même, maintenant, ce travail est quand même, on sent qu'il est encouragé et notamment votre campus met la lumière sur les ressources qui existent. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à identifier les bonnes personnes et également au sein du monde musulman pour trouver ceux qui avaient un peu cette double casquette. Je dois reconnaître, cher Raleb, mais peut-être que ce sera utile après pour d'autres collègues. Au début, j'ai perdu du temps, j'avoue, vraiment dans la manière dont je m'y suis prise. Quand j'ai pris la rubrique, je me suis dit, commençons d'abord par l'islam mainstream. Déjà, c'est compliqué. Et on verra pour les libéraux plus tard et on verra pour les intégraux ou intégralistes plus tard. Bon, c'était une bêtise. Du coup, je ne suis arrivée que tardivement vers certains de ces médiateurs possibles qui sont à la fois musulmans et qui ont un regard critique et qui se trouvent parfois être du côté des libéraux. Pas toujours, mais en tout cas, certains le sont. Et cela, je n'avais pas encore commencé vraiment mon travail de connaissance et d'approche. Mais donc, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, comment dire, la Croix m'a beaucoup aidée, comment dire, en me montrant que c'était possible de faire un travail journalistique sérieux sur le fait religieux, qu'il y a un vrai travail de décortiquage, d'analyse, etc. Exactement comme pour n'importe quel sujet. Donc, voilà, ça me donnait quand même un peu une exigence, quoi, une manière de faire, un guide quand même pour procéder. Et puis l'autre chose importante, c'est que la Croix m'a donné les moyens de le faire. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable comme investissement pour un journal de mettre 10 personnes dans le service religion, dont une qui fait, je pense que j'étais au moins la moitié de mon temps sur l'islam. Je suivais d'autres sujets, notamment catholique, laïcité, etc. Mais je pense que je passais au moins la moitié de mon temps sur l'islam. Donc c'est un investissement, enfin je veux dire même financier, que peu de médias font. Donc voilà, moi je pense vraiment, et ça fait longtemps que je le dis dans ce genre d'instance, il y a vraiment quelque chose à travailler du côté des médiateurs pour qu'ils soient connus et recensés, ceux qui ont envie de faire ce travail, ceux qui sont prêts à le faire. Et je conçois bien que ce ne soit pas toujours évident pour des responsables musulmans qui ont 1000 autres choses à faire. Mais s'ils veulent que les choses s'améliorent et changent, alors oui, d'une part, il faudrait plus de modules sur le fait religieux dans les écoles de journalisme. Il faudrait que les rédactions mettent plus
donne plus de temps aux journalistes pour traiter ça. Et il faudrait aussi ces médiateurs au sein de la communauté musulmane qui soient répertoriés, dont on ait les contacts et qui soient capables de nous aider à nous donner les bons mots, à ne pas nous tromper quand on part dans un sujet, pas prendre une mauvaise direction. Alors, Anne-Bénédicte, avant de vous Oui. poser des questions d'internautes, suite aux propos que vous venez d'avoir, est-ce Mm. qu'il ne faudrait pas dans les écoles de journalisme une éducation laïque aussi aux faits religieux? Ah, Puisque Ralem si, a complètement, abordé. ouais. Mm. Moi, je suis allée faire une intervention. Alors, je sais que ça existe donc à l'école de journalisme de Lille et j'ai participé à 2 ateliers l'année dernière. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas en volume global ce que ça représente. Moi, je suis allée parler à des étudiants. Alors, je crois qu'ils avaient fait le choix volontairement de suivre le module, je ne sais pas quoi, initiation au traitement du fait religieux. Donc, ça ne concerne pas toute la promo, seulement des volontaires. Et je suis allée leur parler 2 jours de suite sur la manière dont je m'y prenais et notamment, je crois que les questions étaient notamment sur le traitement de l'islam. Mais de fait, il faudrait que ce soit, beaucoup plus répandu. D'abord, moi ça me frappe, mais y compris pour, le catholicisme, il y a plein d'étudiants, qui sortent d'écoles de journalisme et on les voit arriver à la rédaction de La Croix pour des stages. Ils ne savent pas que le fait religieux peut être un fait journalistique. Ils ne savent pas qu'on peut faire une enquête, un reportage, une interview, sur le fait religieux comme on peut le faire, sur, la politique, exactement de la même manière. Donc oui, c'est sûr qu'il faut commencer à ce moment-là. Voilà, autant dans les écoles de journalisme que, aussi, dans les rédactions, quoi. Alors, et d'ailleurs, à ce propos, sachant que vous évoquez la question des rédactions, on voit de Mmh, moins en moins ce qu'on appelait autrefois les rubricars religion, justement, mmh, dans la presse quotidienne, que ce soit dans la PQR ou mmh. dans la presse écrite. Et on parle même pas de la presse audiovisuelle, parce que là, évidemment, on est Non, sur un autre ouais. registre. Mmh, Voilà. Et on va dire, je pense à des gens comme Henri Tinck, ouais. ou d'autres Mmh, qui avaient une grande érudition sur ces questions. mmh. Et on voit que ce savoir dans la doxa journalistique, c'est aussi délité avec le temps. Oui, bah, parce qu'après, les journalistes sont exactement comme toute la société, ils sont traversés par la sécularisation. Donc, même des journalistes qui s'intéressent aux faits religieux n'ont plus forcément eux-mêmes, la même familiarité avec le sujet, que celle, par exemple, qu'avait Henri Tinck. Donc, c'est sûr que c'est compliqué. Moi, enfin, je trouve que, au service religion, j'ai trouvé extrêmement intéressant de travailler avec, de faire travailler au service religion des stagiaires qui n'avaient aucune familiarité avec le sujet. Parfois souvent, ils arrivent en disant: «Oh mais je suis non-croyant, je vais pas savoir faire». Donc il faut d'abord déconstruire ça en disant: «Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas croyant que tu n'es pas capable de faire un article, sur le fait religieux». Y compris sur des notions théologiques, tout le monde est capable de le faire avec de la méthode, avec un je sais pas, un espèce de un peu d'aide, d'accompagnement, tout le monde est capable de le faire. Mais il faut arriver à convaincre les gens que c'est un vrai sujet et que, il n'est pas anti-laïque et que c'est complètement un exercice journalistique de faire ça. Donc je dirais qu'après ma phase de tâtonnement là et de questionnement, c'est là la période où vraiment là j'ai trouvé que c'était absolument passionnant. C'était quand je me suis mis en fait, à traiter, les actualités que je voyais. Alors le problème c'est que quand on est journaliste, effectivement les actualités qui remontent, quand on met un mot-clé, islam ou musulman ou imam ou mosquée ou je sais pas quoi dans Google et ça nous remonte tout un tas d'actualités épouvantables, tous les jours. Donc il faut faire le tri dans tout ça. Mais en tout cas, je me suis dit: «Ce qui serait vraiment intéressant dans cette période actuelle, ce serait à chaque fois que je traite une actualité d'aller chercher le nœud théologique qui est derrière. Derrière ce discours, derrière ce comportement». Parfois, il y a des choses qui peuvent être, qui ont l'air extrêmement anecdotiques. Mais si on va chercher derrière le nœud théologique, là, ça devient vraiment intéressant et là, on a un vrai apport journalistique. Donc c'était à chaque fois, je me posais les questions, enfin il fallait que je trouve les bonnes personnes à qui les poser, c'était, heu quel est le texte qui sous-tend ce discours ou ce comportement? Comment a-t-il été interprété dans le passé, dans la grande variété des courants musulmans? Comment il est interprété aujourd'hui dans l'islam majoritaire et dans les courants,
minoritaires et quelles sont les pistes théologiques pour avancer. Et ça, c'était, enfin, Oui, c'est c'est une vraiment question du essentielle. travail, ouais, et c'est Oui. du travail journalistique. Enfin, je veux dire, je, je vois bien qu'il y a des réticences. Je ne sais pas, comme je ne suis pas dans ces rédactions, je ne sais pas ce qui tient au chef du service ou au journaliste lui-même, ou ce qui tient à la ligne éditoriale, ou voilà, à la sécularisation. Je vois bien qu'il y a une réticence parfois à aborder ces questions. Mais enfin, je veux dire, elles sont vraiment, vraiment fondamentales. Et en termes de service à rendre aux lecteurs, pour moi, elles sont primordiales. Donc, et en plus, elles sont passionnantes à traiter, honnêtement, pour le journaliste. Une fois que on a identifié les interlocuteurs, une fois qu'on a un peu appris à se repérer dans la tradition musulmane, dans les différents textes, ça devient génial quoi, de se poser toutes ces questions. Est-ce qu'on peut imaginer une égalité entre musulmans et non musulmans? Quel est le Anne-Bénédicte, statut de l'animal, etc. Et ça ouais, permet de traiter vraiment l'actualité. oui. Pardon, je voulais nullement vous Oui, couper, mais comme on arrive à la dernière phase oui, de notre échange, parce qu'on a beaucoup de questions, je vais ouais, vous en donner dites-moi. 3, Anne-Bénédicte, et ça va permettre d'interagir aussi Mm, avec Raleb. Euh, alors attendez, parce que je veux aussi prendre les prénoms des personnes aussi pour qu'ils se d'accord. reconnaissent aussi dans les Mm. questions. Alors, on a une question d'Assina Nour qui vous demande est-ce que vous avez eu des contacts avec la Grande Mosquée de Paris pour avoir des informations et faire votre travail journalistique sur l'islam? On a Fatima qui vous demande comment expliquer l'instrumentalisation de certains médias sur l'islam en période électorale. Et Abdel Gemri qui demande est-ce que vous avez travaillé sur la question de la circulation de l'argent dans le champ religieux islamique? Que des bonnes questions. Alors, je note la première, c'était GMP. La deuxième, c'était Sur l'instrumentalisation l'instrumentalisation de de la question l'islam. islamique en Ouais. période électorale. Et comment les médias se positionnent-ils? Mm. Là, ça sera difficile de répondre pour les autres, hein, mais bon. Ouais, non, non, mais bien sûr. Les contacts avec la Grande Mosquée de Paris, ce sera rapide. Oui, j'en ai eu. Et alors, ce qui était très étonnant pour moi et que je n'ai jamais très bien compris, c'est que c'était soit très facile, très fluide et extrêmement cordial, et voilà, soit plus de réponse. Et puis, mais sans raison apparente, c'est juste que les appels sonnent dans le vide, on n'est pas rappelé, et puis ça peut revenir tout d'un coup, et puis après ça peut redisparaître, quoi. Donc oui, vraiment, j'avais des contacts avec la Grande Mosquée de Paris, mais j'ai pas toujours très bien compris leur fonctionnement, en tout cas, vis-à-vis des médias. Et puis, honnêtement, assez vite, je me suis rendu compte que donc j'avais besoin, parfois et régulièrement quand même, de traiter de ces questions institutionnelles. Ça faisait partie de mon travail de journaliste, mais c'était pas, là que je passais le plus de temps, et j'avais bien compris que ce n'était pas auprès de la Grande Mosquée de Paris, ni même des autres grandes fédérations, que je trouverais vraiment, les clés pour comprendre, l'islam tel qu'il se vit en France, aujourd'hui. Voilà, pour être clair. Donc voilà, j'essayais de temps en temps, mais c'était pas, le gros de mon temps. La question de l'instrumentalisation de l'islam en période électorale, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les sujets clivants font du clic, et donc font sans doute, je ne sais pas s'ils font vendre tant que ça, mais en tout cas, les journaux, certains journaux espèrent sans doute que ça fera vendre ou que ça suscitera des abonnements. C'est une tendance générale, je trouve, dans le paysage médiatique actuel, qui est aussi accentuée par les réseaux sociaux. Et je dirais qu'une partie des musulmans, pas tous, mais une partie des musulmans contribue beaucoup quand même à cette tendance au clivage, hein. Je trouve que moi, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux, et notamment Twitter, mais je m'en méfiais aussi énormément, parce que je voyais la vitesse à laquelle pouvaient partir les échanges et la vigueur réciproque, et de personnes qui étaient assez viscéralement
anti-musulmanes et aussi de certains musulmans dans certains courants les plus, je sais pas comment faut dire, les plus identitaires, mais voilà. Donc, sans doute parce que ça fait vendre et parce que c'est une tendance, je trouve, générale dans notre société. Après tout, enfin, on dit que là, il y a une instrumentalisation de l'islam en période électorale. Cette dame pose cette question. Il n'y a pas que l'islam qui est instrumentalisé en période électorale. Les questions de genre, de race, maintenant, deviennent quasiment aussi instrumentalisables, quoi. Elles se laissent, je trouve, instrumentaliser avec la même vigueur, si ce n'est la même violence. Et sur, Pourquoi on y cède Après, oui, il y va de la responsabilité et des intéressés et évidemment des médias. Moi, j'ai de la chance de travailler dans un média qui pose dans ses fondements la nuance, le pari sur l'intelligence de ses lecteurs et de ses interlocuteurs, etc. Mais je vois bien que tous les médias ne font pas ce choix éditorial. et Anne Bénédicte, concernant Oui. la question relative au financement. Ah oui, la question relative au financement, c'est une bonne question. Ça fait partie, honnêtement, c'est vrai que je ne l'ai pas assez creusé. Ça fait partie des sujets que j'ai souvent croisés. En fait, au fur et à mesure que j'avançais, donc je vous ai dit un peu ce qui s'est construit au fond dans mon approche, mais il y avait des manques ou des grands trous qui se sont affirmés au fur et à mesure. Je dirais que une de mes difficultés et un des sujets que j'ai eu le plus de mal à traiter, qui m'a beaucoup occupée parce qu'il était difficile, c'était toute cette question du salafisme. Mes collègues au sein du service religion me disaient: «Ah mais tu fais parler tous ceux qui veulent bien parler, mais tu ne fais pas parler les salafistes». D'une part, il y avait la question de est-ce que vraiment il faut mettre les salafistes au même titre que d'autres musulmans? Est-ce qu'on fait parler d'autres extrémistes comme ça en leur tendant le micro dans la croix? Pas forcément. Donc si je les fais parler, comment, et cetera. Donc c'était une grosse question et puis il y avait le fait qu'en plus, honnêtement, j'avais du mal à les faire parler parce que j'ai eu plein d'expériences où en fait, ils me fuyaient, voilà. Donc il y a vraiment cette question, alors on a fini par faire un reportage dans une mosquée salafiste qui avait été fermée à Équevilly dans les Yvelines. Donc on s'y est attelés, mais ça nous a pris 3 semaines. C'était une enquête de 3 semaines avec ma collègue du service police-justice pour arriver à faire parler les gens, pour essayer d'aller voir l'imam, pardon, ses proches, et cetera. Donc c'était enfin voilà, ça prend énormément de temps. Et la question, honnêtement, de la circulation de l'argent, je l'ai croisée plein de fois. Plusieurs fois, on m'a dit qu'elle était vraiment importante et j'ai bien vu qu'elle était importante, mais ça aurait mérité, vous voyez, le même effort. Je veux dire, il faut 3 semaines, quoi, pour creuser sérieusement cette question. Et Anne Bénédicte, encore d'autres questions? Alors là, Oui. Raleb, peut-être une question. Ah, peut-être que tu voulais ajouter quelque chose, Raleb? Non, c'est à propos du deuxième volet du triptyque des 3 questions qui ont été adressées à Anne Bénédicte. Je voudrais simplement dire, mais avec là aussi beaucoup de froideur d'esprit, qu'au moment des échéances électorales, on a quelques candidats, y compris pour des échéances majeures, pour les élections présidentielles. Et la dernière campagne a vu un candidat produire un livre intitulé Le totalitarisme islamique, pas le totalitarisme islamiste, mais aucun de ses interlocuteurs des plateaux de télévision ou les radios où il s'est produit ne l'a repris, ne serait-ce que sur le titre. Et de l'autre bord, il y avait un candidat qui avait parlé du fascisme islamique et non pas du fascisme islamiste. Cela nuit, j'allais dire, à la qualité à la fois du débat, et quand des idées infectieuses et des propos toxiques touchent comme ça la nation, après incubation, ils demeurent, ils deviennent... Alors, Lara Alep, peut-être une question pour la FIF. On a 2 personnes, notamment Zora Azouz, qui demandent si la FIF compte organiser des séminaires de formation à destination des journalistes sur le fait religieux islamique. La réponse est assurément oui. Il est dans l'optique, dans la vision programmatique de la Fondation de l'Islam de France, d'organiser
pour les grandes écoles de journalisme et aussi des séminaires, à la fois pour se retrouver dans le dédale évoqué tout à l'heure par Anne Bénédicte, mais aussi la maîtrise du vocabulaire. Nous ne pouvons pas continuer ici, en France, à appréhender le fait islamique avec toutes ses difficultés, avec une telle légèreté. Un peu à la manière, j'ai l'occasion de le dire, un peu comme le Nouveau Détective, hein, la revue de Nouveau Détective, qui fait une focalisation sur le vil, le pervers, le négatif, le maladif, tout ce qui est terrible dans la société française. Mutatis mutandis, on est dans la même situation, on ne peut pas l'accepter. Je mets de côté les attaques délibérées. On a une chaîne de télévision sur laquelle sévit un repris de justice, un condamné, un délinquant, qui continue à dire que le tiers du Coran est un appel au meurtre et à la violence, qui continue à parler de sous-culture islamique et qui continue à dire, eh bien, dans leurs livres sacrés et aussi dans les recueils seconds, il y a appel à égorger les juifs et les chrétiens. Ça, j'allais dire, c'est le cas extrême. Nous n'allons pas nous y appesantir, ça relève de la justice. En revanche, c'est ce traitement du fait islamique comme un élément étranger, folklorique, exotique, allogène, incongru, invasif. On a même une candidate, il n'y en a pas 36, qui parle de la présence islamique comme étant invasive. On a le vicomte vendéen qui nous parle des pans entiers de la société française qui sont soumis à la charia. Mais personne ne le contredit non plus sur comment ces pans de la société française sont-ils soumis à la soi-disant charia qu'on n'a même pas explicité, et en plus dans son acception actuelle, ce n'est pas le cas à travers l'histoire, mais bien entendu, j'ai compris dans ce qu'a dit Anne Bénédicte que nous n'allons pas demander à l'ensemble de nos amis journalistes d'être des fins connaisseurs de l'évolution des concepts qu'on est en train d'utiliser maintenant. Non, mais c'est vrai que vous pourriez vraiment aider même à réfléchir à comment faire, comment se préparer à un reportage dans une mosquée, quoi. Et ça, je trouve que ce serait vraiment important de le faire parce que c'est une expérience qui n'est pas facile et qui ensuite n'est pas facile à retranscrire, quoi. Et ce que je voulais dire aussi, votre rôle aussi, c'est que, enfin, je l'ai dit, c'était en filigrane de ce que j'ai dit, mais ce qui était difficile pour moi en abordant l'islam et qui était moins vrai dans le judaïsme et encore moins vrai dans le catholicisme, c'est que quand on aborde l'islam avec des musulmans, le plus souvent, je dis bien le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, on entend un discours apologétique. Et ça, pour moi, comme journaliste, c'était très compliqué. C'est que j'avais du mal à trouver des voix qui soient à la fois dedans, mais critiques, et qui ne soient pas dans l'apologétique, qui soient dans l'explication, la réflexion, l'analyse, etc. Donc là aussi, je trouve que vous avez un rôle à jouer pour expliquer les différents registres de langage et pour aider les journalistes à se repérer dans ces discours auxquels il n'est pas forcément habitué. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé difficile au début, c'était situer les discours les uns par rapport aux autres, les articuler, etc. Et franchement, voilà, quand on n'a pas trop d'expérience du fait religieux en général, honnêtement, c'est vraiment pas simple, quoi. Alors, Anne Bénédicte, on a une observation d'une journaliste, je crois, Madame Églantine de Thuy, qui souligne, elle, la diversité de la presse et que la presse n'est pas monolithique aussi dans son traitement sur la question religieuse. Oui, elle a tout à fait raison, oui. Non, oui, c'est vrai que là, certaines des questions, je comprends bien, qui nous sont posées concernent
des médias qui ont une approche un peu frontale, mais Dieu merci, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et dans les grands quotidiens nationaux, en tout cas, il y a encore quelqu'un qui est chargé du traitement de la rubrique religion, et heureusement, et qui fait ça à plein temps. Effectivement, ce n'est plus le cas dans les magazines et ce n'est pas le cas dans les médias audiovisuels. Et encore, dans les médias audiovisuels, il peut y avoir parfois des gens qui connaissent, un journaliste qui a… Parfois, moi, ça m'est arrivé d'être interrogée par la stagiaire d'une chaîne de télévision d'information continue qui parfois qui n'a pas toujours l'habitude de faire dans la nuance. Et la fille, en fait, au fur et à mesure qu'elle pose ses questions, se dit « Ah, mais en fait, c'est un sujet passionnant, mais j'apprends plein de choses, etc. » Donc, c'est vrai que ça dépend de la ligne éditoriale, ça dépend du temps qui est alloué au journaliste et ça dépend du journaliste lui-même, de son expérience peut-être de l'islam et des musulmans, sa connaissance de son rapport à la religion en général. Enfin, voilà. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de paramètres. Hein. Alors, à ce propos, Anne-Bénédicte, on a aussi une question qui est plus ou moins similaire de Smaïl et de Saadia sur la prépondérance, on va dire, de l'islam sous le joug de la violence, évidemment, dans l'espace médiatique. Grosso modo, on ne parle simplement d'islam que quand ça va mal. Alors, en fait, je dirais qu'il ne faut pas se leurrer non plus. C'est quand même un peu la même chose pour les autres religions, quoi. Enfin, alors, si on parle des religions pour les fêtes religieuses, donc ça peut être le cas, ça sera le cas du Ramadan, de Noël et de Pâques. Et on parle des religions, effectivement, pour les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, on va parler des catholiques pour la pédophilie et les agressions sexuelles. Et on va parler de l'islam pour le terrorisme. Bon, mais ça, alors, je trouve, enfin, on ne luttera pas complètement contre cela, parce que de toute façon, c'est une tendance lourde dans les médias de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. À la Croix, vous ne pouvez pas savoir les efforts déployés par la rédaction en chef pour le matin nous dire « mais est-ce que vraiment vous n'avez vu que des nouvelles affreuses ?» Donc, je veux dire, ce n'est pas spécifique à l'islam, c'est ce qui remonte dans l'AFP, c'est les infos affreuses. C'est les catastrophes naturelles, c'est les coups d'État, c'est tout ça. Donc, oui, c'est vrai pour l'islam, c'est vrai pour les autres, et ça doit être un effort des journalistes. Une formation des journalistes pourra les aider à avoir d'autres idées de sujets que les choses horribles. Mais il faut les y aider, et il faut aussi des services de presse compétents qui disent, qui fassent un peu, je ne sais pas quoi moi, à partir de statistiques, à partir d'une nouvelle tendance au sein de la communauté, une formation qui marche, je ne sais pas quoi. Il faut aussi, c'est aussi un travail à faire par la communauté musulmane elle-même pour mettre en avant des sujets qui sont positifs, quoi. Des tendances nouvelles et intéressantes sur la place des femmes, sur tout ça. À mon avis, il y a vraiment d'autres sujets qui peuvent intéresser les journalistes. Premièrement, mais il faut, c'est un travail à faire, bon, qui est coûteux en temps, sûrement en argent, etc., en énergie, mais qu'il faut faire, c'est indispensable. L'autre chose, c'est que comment dire, de la part des communautés musulmanes aussi, il ne sert à rien, à mon avis, de vouloir répondre à cette focalisation sur l'actualité négative et notamment sur la violence en répondant juste « ça n'a rien à voir avec l'islam ». À mon avis, ça, ce n'est pas du tout une réponse qui est satisfaisante. Au bout de longs moments d'échange encore et de réflexion, etc., moi j'ai compris ce qu'il fallait entendre derrière cette phrase, c'est ça n'a rien à voir avec mon islam, avec l'islam que j'aime, l'islam qui me fait vivre au quotidien, l'islam que j'ai appris de mes parents, etc. Ça, je veux tout à fait bien l'entendre, etc. Mais dire à un journaliste, ça n'a rien à voir avec l'islam, donc circuler, il n'y a rien à voir, ça ne marchera pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la bonne technique. Ça ne les empêchera pas de revenir chercher et comprendre, etc. En revanche, je pense que la bonne réponse, ce serait de leur expliquer, d'entrer dans la complexité du sujet, de leur dire voilà les textes, voilà comment ils ont été interprétés
dans la longue histoire de l'islam sur 1400 ans. Et voilà aujourd'hui quels sont les rapports de force au sein de l'islam. Voilà l'OPA qui essaye d'être faite par des courants intégraux. Voilà. Et là, à partir de là, s'ils peuvent entrer dans cette complexité, peut-être que ça donnera des articles plus intéressants. Mais toujours pareil, il faut ces passeurs ou ces médiateurs pour les pousser à aller plus loin, quoi. Alors, merci Anne-Bénédicte, et je crois que ça fait réagir Raleb sur ça n'a rien à voir avec l'islam, parce que nous, la FIF, on est très engagés sur ce sujet, justement, Anne-Bénédicte, et je crois que Raleb veut dire un mot sur le sujet. Bon, c'est vrai que s'il y a deux phrases que nous nous disons jamais, et ça nous a valu de sérieuses inimitiés, de ces islamisto-identitaires, c'est que halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam. Voilà les deux phrases. D'abord, le mot amalgame, je le dis toujours, est un mot arabe. Et c'est vrai que malheureusement, la folie meurtrière, la monstruosité idéologique de Daesh se prévaut de l'islam. On peut expliquer que ce n'est pas notre islam, ce n'est pas l'islam de beauté, d'intelligence, de sollicitude, d'entraide, de miséricorde, de bonté, d'amour que nous aimons et que nous connaissons et que nous voulons partager tranquillement, sans aucune volonté ni chauvine, ni de prosélytisme, ni de quoi que ce soit. Mais si nous nous mettons un peu pas d'ordre dans la maison islam, eh bien, celui qui ne la connaît pas de l'extérieur peut voir l'exaction, l'épouvante, etc. Et là-dessus, Anne-Bénédicte a tout à fait raison. Malheureusement, certains, des porte-paroles ou ceux qui sont interrogés, tout de suite sont un peu crispés et presque il y a une réaction qui est halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam, et ce n'est pas la bonne réponse. Je continue à le croire. Le second point, ça va nous valoir encore davantage d'inimitié, mais je pense que c'est une nécessité. J'ai cru comprendre que sur les 2623 mosquées en France, 90% ont été construites et elles sont gérées par l'argent des fidèles musulmans eux-mêmes. Et j'ai eu l'occasion de dire que si maintenant on pense cette fois-ci à avoir des chaînes de télévision, des web TV, des web radios, il n'y en a pas suffisamment à mon goût, voire pas du tout. Ce n'est pas pour avoir des médias de type confessionnel, c'est simplement avoir des organes de presse. Et le débat démocratique pourra se faire aussi par organes interposés. Et cela me semble être de la plus haute importance. C'est un peu à la manière de quelqu'un qui a acheté un terrain et au lieu de commencer à construire tout de suite sa maison, il vaut mieux peut-être commencer par la clôture. Et en ce qui concerne le débat d'aujourd'hui, la clôture est aussi dans une bonne communication saine, sereine et objective. Alors, je vous rejoins tout à fait. Bon. Anne-Bénédicte, on a Morgane qui dit qu'à l'ESJ Pro de Villeneuve-d'Ascq, il y a un séminaire de formation sur le fait religieux islamique. Juifs et chrétiens ont fait un séminaire sur les religions monothéistes, pardon. Et Nassim qui pose la question, il vous demande, vous, en tant qu'observatrice, à un moment de la question islamique, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un problème franco-français ou que c'est au-delà de cela? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas une histoire? En fait, il renvoie à l'histoire aussi de la question islamique, notamment l'empire colonial, la situation française. Il voulait avoir votre regard sur ce sujet. Je connais pas la réalité dans tous les pays, mais c'est vrai que j'ai souvent, enfin, peut-être un élément que j'ai entendu, c'est que dans le monde anglo-saxon, en Allemagne, c'est très clair, évidemment aussi en Italie, alors en Italie, avec ses spécificités, mais il y a des vrais journalistes spécialisés dans le fait religieux, et ce n'est pas déshonorant, ce n'est pas une voie de garage,
et c'est considéré comme une spécialité en soi. En Italie, bon, alors après, ils sont tous spécialisés en papologie, mais c'est extrêmement valorisé dans les journaux. En Allemagne, ça peut être tout sujet, mais les grands médias ont tous un spécialiste en faits religieux qui peut s'y connaître tout à fait en théologie et qui traitera les sujets d'une manière approfondie, en évoquant aussi comment dire, les logiques internes aux différentes églises, alors notamment catholiques, protestantes, mais maintenant aussi musulmanes. Donc, voilà, ça tient sans doute évidemment à l'histoire du pays, aux équilibres religieux internes, à la manière dont la laïcité est vécue. En Allemagne, il est évident que les religions n'ont pas le même poids qu'en France dans le débat public. Elles sont moins contestées et leur poids est plus reconnu. En Italie, évidemment, et dans le monde anglo-saxon aussi de manière différente. Donc, je ne connais pas la situation dans tous les pays, mais au moins dans ces quelques pays, parce que j'ai vu des collègues, j'avais parlé avec eux, etc., j'ai pu voir qu'en tout cas, ce domaine-là n'était pas du tout traité de la même manière. Et il est vrai qu'en France, se spécialiser dans le fait religieux quand on est journaliste, c'est quand même un peu un pari risqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes. Alors évidemment, ce n'est pas le cas à la Croix, hein, évidemment, mais il n'y a pas beaucoup de postes, quoi. Donc oui, ça fait partie, je pense, des éléments qui jouent. Un jeune journaliste, d'abord, il ne sait pas que la spécialité existe, on l'a dit, voilà, il ne sait pas comment s'y prendre. Mais en plus, est-ce qu'il arrivera à vendre ses talents s'il dit qu'il s'est spécialisé en théologie musulmane ou catholique ou voilà, c'est pas évident. Alors que s'il a fait des sciences à côté, sans doute que ce sera plus facile pour lui de trouver du travail. Et Anne-Bénédicte, on a encore deux questions. Oui. Une question de Karim qui souligne est-ce que l'absence en fait des intellectuels de culture islamique dans les médias manque, et est-ce que entre guillemets leur présence permettrait de résorber un peu la crise de la parole médiatique sur la question islamique? Et une deuxième question qui est tout aussi intéressante de Claire. Comment parler du fait religieux islamique dans un contexte social de polarisation identitaire et de crise des médias d'information, notamment télévisuels? Voilà. Ah bah alors là, ça c'est la plus vaste question dans laquelle nous nous débattons tous, hein. Elle est énorme, cette question. Donc d'abord, la plus facile, la place des intellectuels musulmans, oui, et ça c'est sûr que… Alors moi, je trouvais que vraiment, ça s'est amélioré dans les années récentes. Il y a de plus en plus de tribunes, soit personnelles, soit co-signées, et c'est vraiment extrêmement important. Et elles sont lues, elles sont commentées. Ça permet aux journalistes de repérer des nouveaux interlocuteurs, ça permet de les situer dans la sphère musulmane. Donc, ces intellectuels musulmans doivent, je trouve, c'est leur responsabilité en ce moment, nouer le contact avec les médias et faire cet effort de se rendre disponible et présent et de s'exprimer, quoi. Vraiment, je trouve que c'est leur responsabilité. Mais je trouve que vraiment, beaucoup le font maintenant. Voilà, depuis, en gros, on pourrait dire depuis les attentats, ils sont beaucoup plus nombreux à le faire et régulièrement et avec courage. Et c'est vraiment une bonne chose et c'est important. Et voilà, il faut continuer, il faut poursuivre là-dedans. En tout cas, Après, voilà. merci pour ces réponses, ma chère Claire. On a Anne-Bénédicte, pardon, Raleb, Anne-Bénédicte. J'ai été perturbé par des questions Oui. sempiternelles, mais ça nous concerne nous et notamment la physionomie du débat. C'est qu'à côté de mon ordinateur, il y aurait des verres. Et j'ai envie de répondre aux internautes que ce sont des bougies. Voilà, c'est juste anecdotique. Bon, il faut finir avec la dictature inquisitoriale. Nous avions eu dimanche dernier une session de l'Université populaire digitale
consacré au sens du jeûne. Et donc, les gens, s'ils ont envie de jeûner, qu'ils jeûnent, s'ils n'ont pas envie de jeûner, qu'ils ne jeûnent pas. En ce qui concerne ce soir, il s'agit de 2 bougies. Bon, on ne les a pas allumées, c'est vrai. Les voilà, il y en a une ici, il y en a une seconde là-bas. Donc, les gens, au lieu de se focaliser sur le débat de la plus haute tenue, et nous avons la chance d'avoir avec nous Anne-Bénédicte Hoffner, et je regrette de n'avoir pas eu certains de ses collègues, de ses confrères et consoeurs, eh bien, on a des questions sur un verre qui serait ici, et pourquoi. Et alors, à supposer par extraordinaire qu'on ait un verre ici, les gens sont libres, et le maître mot restera la liberté. Donc celui qui jeûne, jeûnera pour Dieu et pour lui-même. Celui qui ne jeûne pas a la liberté de le faire dans notre pays. Allez, on arrête cette séquence. Il s'agit de 2 bougies. Maintenant, revenons à nos questions qui sont de la plus haute importance. Alors, à ce sujet, Anne-Bénédicte, on a une question de Morgane, encore, qui pose la question suivante. Quel est l'état de la presse qui évoque les sujets relatifs aux faits religieux aujourd'hui? Il parle de la croix, le pèlerin, le groupe La Vie et consorts. Est-ce qu'il y a encore assez de place pour parler de la complexité du sujet qu'on a abordé ce soir? Ah bah, enfin, oui, moi je veux dire, évidemment que je reste optimiste, et que, comment dire? J'ai envie de participer, à l'amélioration du paysage et à réfléchir en tout cas aux solutions, mais évidemment que je trouve qu'il y a de la place, pour la complexité. Je pourrais parler, je trouve que c'est intéressant, il y a une association des journalistes d'information religieuse que vous connaissez, évidemment, donc qui regroupe tous, ces rubricards, religion, dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai que c'est étonnant de voir, je dirais, une bonne part d'entre eux, je ne sais pas si c'est 2/3, peut-être 3/4 d'entre eux, je ne sais pas, travaillent dans des médias confessionnels. Donc le plus souvent catholiques, mais aussi désormais musulmans, bon et bien évidemment juifs et protestants. Ceux qui travaillent dans des médias généralistes, des grandes des radios publiques, ou privées, des grands quotidiens nationaux, est-ce qu'il y en a qui travaillent à la télévision et qui viennent régulièrement aux activités de l'Agir? Je ne sais plus, j'ai un trou tout d'un coup. Mais en tout cas, il y en a pour les radios, ça c'est sûr, et pour des quotidiens qui ne sont pas confessionnels. Donc oui, en tout cas, tous ceux-là, s'ils adhèrent à l'Agir, donc l'Association des journalistes d'information religieuse, s'ils participent à ces activités, qui peuvent être des conférences, des voyages d'études, etc., c'est que ce sont des gens qui ont envie de faire bien leur travail, qui ont envie d'approfondir leurs connaissances et d'améliorer leurs pratiques. Donc oui, oui, bien sûr, il y a la place. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que tout ça est extrêmement perfectible, mais Dieu merci, il y a la place. Et dans les médias confessionnels, alors si je parlais des médias catholiques, effectivement, il y a différents courants. Il y a différents courants au sein de l'Église catholique, comme il y a différents courants au sein de l'islam. Certains courants de l'Église catholique et donc certains médias catholiques sont très ouverts au pluralisme religieux, au dialogue interreligieux, d'autres un peu moins. Mais n'empêche que ils n'évitent pas complètement le sujet et eux aussi, après tout, il faudrait pouvoir les aider à rentrer dans la complexité. Merci beaucoup, Anne-Bénédicte. On va prendre 2 dernières questions. Oui. Alors, une question, Anne-Bénédicte, sans doute vous pourriez répondre, c'est sur l'éthique et la responsabilité des médias dans le traitement médiatique, mais ça, c'est pas simplement sur l'islam, c'est de manière très globale sur la déontologie du journaliste. Et une dernière question, Raleb, qui, en lien avec le propos que nous avions eu tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec l'islam, où notre internaute renvoie à la problématique historique, à la dimension géopolitique, à d'autres dimensions, on va dire, politiques, en dehors de la dimension théologique, pour souligner que le substrat religieux n'est peut-être pas aussi prédominant.
Voilà. Je vous laisserai, Anne-Bénédicte, en premier lieu répondre et Raleb sur la dernière question. Que dit la déontologie des journalistes en matière de traitement du fait religieux? Oui. Ou d'une Oui, d'une manière générale. Oui, voilà, d'une manière générale, oui. Est-ce que la responsabilité des journalistes est engagée, notamment, dans son traitement de cette question? Alors, c'est une bonne question. Là, il faut que je vous avoue quelque chose. Enfin, je vous avais dit déjà tout ce que je n'avais pas étudié quand j'étais jeune. Je n'ai pas même fait d'école de journalisme. J'ai fait une école de commerce et Sciences Po. Donc, c'est pour ça que j'avais commencé dans le journalisme économique. Donc, en fait, moi, la déontologie, évidemment, je ne sais pas comment dire, mais je l'ai apprise, mais sur le terrain. Et de même que la mise en cause de la responsabilité des journalistes, je l'ai aussi apprise sur le terrain. Je sais qu'elle est, enfin, mettre en cause la responsabilité des journalistes, c'est dans des cas extrêmement restreints. Il y a la diffamation, etc. Mais le droit de la presse est quand même très protecteur de la liberté des journalistes. Donc, je ne sais pas si c'est sur un terrain judiciaire qu'on pourrait aller aujourd'hui pour améliorer la situation, quoi. En gros, je pense pour ma part qu'il serait beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif d'aller sur le terrain de la formation. Alors, au moins, c'est dit, Anne-Bénédicte. Et en tout cas, sachant que la Fondation est très engagée sur le champ de la formation. Ouais. Alors, Raleb, la dernière question, évidemment, au cœur de notre actualité et puis en même temps de notre réflexion commune sur la place du fait religieux dans l'entreprise, on va dire, du djihadisme. Est-ce qu'évidemment, il renvoie aussi à d'autres dimensions et pourquoi mettre l'accent sur cette dimension, sur la dimension religieuse du phénomène djihadiste? Alors, je répondrai volontiers à cette question. Je regrette simplement qu'elle arrive en fin de session parce qu'elle nécessite, comme je dis souvent, un colloque ad hoc. Deux mots sur la question précédente, elle ne m'a pas été posée. Bien sûr que le respect de la déontologie a son importance et j'ai en mémoire cette phrase. En réalité, c'est même un passage coranique de la sourate 14, la sourate d'Abraham. Une bonne parole qui relève même de l'information, c'est comme un arbre bien planté qui porte haut ses ramures, ses branches et qui porte bien ses fruits. Et une mauvaise parole, donc une mauvaise information, c'est comme si ce même arbre a été planté à l'envers. Il est enclin assurément à la pourriture. Donc la responsabilité de celui qui informe, par la parole, par la plume, est de la plus haute importance. Maintenant, je réponds à notre ami internaute, dont je n'ai pas retenu le prénom. Il ne s'agit pas d'une quelconque autoflagellation. Ce n'est pas de la haine de soi, ce n'est pas parce qu'on fait plaisir aux uns et aux autres en disant que cette violence qui s'est déchaînée est inhérente à l'islam comme ça d'une manière gratuite. C'est vrai qu'il y a des raisons intrinsèques. Il y a des causes internes à la civilisation islamique. Et il y a aussi des raisons extrinsèques, il y a des facteurs exogènes. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a, ça ne nous fait pas plaisir, mais c'est une réalité, il faut voir les choses en face. On ne peut pas avoir une bonne médication si on ne fait pas le bon diagnostic. Et ce n'est pas pour rien qu'on a un arc de cercle qui va du nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par la Corne africaine, sans m'appesantir sur cette région du monde qui a vu naître cette idéologie monstrueuse qu'est Daesh, où l'élément islamique y est. Certes, il y a des considérations géostratégiques, il y a les rapports internationaux, il y a des résolutions de l'ONU qui ne sont pas honorées. Il y a, sur un siècle, nous avons connu Laurence d'Arabie et ses 7 piliers de la sagesse, Sykes-Picot, Balfour, Allenby, le traité de Lausanne, le traité de Sèvres, le traité de Berlin. Et il y a aussi Suez, il y a aussi le feu et le fer, le déluge de feu et de fer qui s'est abattu dans cette région. Il y a du cynisme, bien entendu, mais ce n'est pas une raison d'occulter les faiblesses
de la pensée théologique islamique, les clôtures dogmatiques, les enfermements doctrinaux, la raison religieuse dévote qui ne laisse pas place à une réflexion critique, saine. Il y a ce mélange du merveilleux, du fabuleux, de l'extraordinaire qui est dans l'histoire. Il y a cette dogmatisation de l'histoire. Il y a le fait d'avoir rendu canonique un moment inaugural de la tradition religieuse islamique. Ne pas le reconnaître, ne pas l'affronter en face, on restera toujours dans l'ornière. C'est du courage qu'il faut. C'est douloureux pour beaucoup de consciences musulmanes. C'est un moment difficile, mais ce que nous essayons de faire est une forme de catharsis. Et aujourd'hui, le sujet, c'est aussi le traitement spécial, j'ai envie de dire, du fait islamique. J'ai toujours en mémoire l'épisode 28 septembre 2019, 5 décembre 2019. Tous les jours, il y avait un sujet concernant l'islam d'une manière dépréciative. Alors pourquoi ces deux dates? Parce que le 28 septembre 2019, c'était la fameuse convention de toutes les droites à laquelle a pris part un rhéteur de piètre qualité oratoire et qui commence à dire que le choix est entre l'islam et la France. Et c'est arrivé le 5 décembre 2019, c'était le jour de la grande grève. Donc du coup, on n'a plus parlé d'islam. Mais tous les jours du 28 septembre jusqu'au 5 décembre, tous les médias, même si au début de notre rencontre, j'ai dit que l'article Lay est problématique, mais de nombreux médias traitaient du fait islamique d'une manière à la fois synonyme d'épouvante, mais aussi d'une manière dépréciative. Et c'est ce sujet que nous essayons d'aborder maintenant, et c'est encore une fois pour dire que depuis quasiment l'affaire de Creil, donc on est en septembre 1989, jusqu'aux assises de la laïcité, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait une information biaisée sur le fait islamique. Il incombe d'abord aux musulmans eux-mêmes de redresser les choses, et ce n'est pas par ce genre de questions, qui est tout à fait recevable et légitime, bien entendu, que les choses se règlent. Il y a lieu de voir des dérives d'obscurantisme, et cela existe. L'archaïsme existe. Beaucoup de musulmanes, pas toutes, nous nous réjouissons que la présidente de la Tanzanie soit une femme, la présidente de Singapour soit une femme, que l'Indonésie ait été dirigée par une femme, que le Bangladesh ait été dirigé par une femme, que le Pakistan a été dirigé par une femme. Donc je ne généralise pas, mais beaucoup de femmes subissent une situation infrahumaine au nom de conceptions religieuses islamiques archaïques et que nous n'accepterons pas. Là aussi, ce sont des choses qu'il faudrait voir. La violence sacrée dans la tradition religieuse islamique, pour certaines franges, est une réalité. Donc il faut l'affronter en face. Nous n'avons jamais généralisé. Nous disons, les choses sont complexes, elles sont imbriquées, il nous incombe de mettre de la désintrication dans tout cela et de distinguer les paramètres, de comprendre les différents registres, de faire preuve de discernement. C'est le rôle aussi de l'université populaire, de la Fondation de l'Islam de France, qu'elle soit itinérante ou qu'elle soit digitale. Son rôle, c'est d'apporter de la connaissance, de la nuance, de la réflexion et de laisser place à l'intelligence. Merci beaucoup, Raleb, pour ce propos. Anne-Bénédicte, nous, on vous remercie. On aurait pu ce soir parler d'une multiplicité de sujets. Je crois qu'il y a 1000 choses à dire sur Islam et médias, parce que le titre est évidemment générique. Vous avez eu l'occasion d'évoquer votre récit, votre introspection aussi dans cette question islamique. Et je pense qu'on l'a vu, c'est que vous êtes reporter, vous avez vu des gens, vous avez un regard. Et je crois qu'on a aussi souhaité vous entendre ce soir parce que c'est un regard de la nuance. Et aujourd'hui, je dirais qu'il manque. Et nous aurons. Est-ce que je peux juste dire au passage, vous remercier de m'avoir fait parler de ce sujet et que vraiment ces 10 années ont été parmi les plus passionnantes pour moi, au point que j'ai eu du mal à m'arracher à ce sujet, à cette rubrique islam. Et je me suis vraiment demandé si je pourrais trouver un autre sujet aussi intéressant. Voilà, donc c'est un message que je veux lancer à d'autres. S'il y a des journalistes qui nous écoutent,
Vraiment, vraiment, c'est passionnant. Et on peut faire un travail journalistique au plein sens du terme, même si, comme vous l'avez dit au début, tout est passionnel, etc. En tout cas, merci. Je dis juste, moi, 2 mots. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre au sein de la SAFIF. Et n'hésitez pas à venir encore plus nombreux. Et puis, la semaine prochaine, nous aurons une nouvelle édition de l'Université populaire digitale avec Hakim El Karoui. Nous aurons l'occasion, voilà, d'aborder la question de l'organisation de l'islam de France et de son devenir, et notamment la question épineuse des financements. Il faut Voilà. expliquer simplement que la SAFIF, c'est la Société des Amis de la Fondation de l'Islam de France. Oui. Et vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette société d'amis. Eh bien, nous vous en savons gré, parce que cette fondation a besoin de l'élan et de l'aide, du soutien, de l'appui, de l'amitié, tout simplement, de ceux qui, musulmans et non musulmans, continuent à croire en sa fonction. Aujourd'hui, nous avons reçu un don et nous en savons gré à notre donateur, et qui n'est pas musulman. Il perçoit ce que nous savons comme quelque chose relevant d'une cause nationale. Et nous avons, ma chère Anne-Bénédicte, et ce sera sans doute le mot de la fin, voilà, nous voulons faire œuvre et courage de la nuance. Dans les temps actuels, c'est nécessaire. Merci Anne-Bénédicte. À très bientôt. Merci et donc à bientôt. À bientôt. À bientôt, Au revoir. avec joie. Au revoir.